Mais de ces matières premières, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose. Elles seront diluées et agitées à plusieurs reprises dans de l'eau et de l'alcool avant d'être imprégnées sur les fameux granules, du saccharose et un peu de lactose. Au final, ces chaînes de fabrication ressemblent à celles de tous les grands laboratoires pharmaceutiques, des blouses blanches, des contrôles et des millions de médicaments qui en sortent chaque jour. Mais n'oublions pas les ingrédients. Des lésions purulentes de la gale peuvent-elles réellement soigner un rhume? Cette idée de guérir avec des poisons, d'où vient-elle? Pour comprendre, il faut retourner aux origines de l'homéopathie. Le père de l'homéopathie, le voici, Samuel Hahnemann, médecin chimiste et physicien allemand du XVIIIe siècle. Il trouve la médecine de l'époque trop agressive et cherche une nouvelle manière de guérir ses patients. Il étudie alors de près les remèdes et leurs propriétés. En 1790, parcourant un ouvrage de pharmacologie, il lit un article sur l'écorce de quinquina, qui est le remède spécifique du paludisme. Et lisant cet article, il remarque que cette écorce de quinquina aurait des vertus fortifiantes sur l'estomac, ce que lui-même n'a pas constaté. Alors il va en avoir le cœur net et il absorbe lui-même du quinquina. Et il ressent tous les symptômes du paludisme. Et là, il se pose une question essentielle. L'écorce de quinquina guérirait-elle le paludisme tout simplement parce qu'elle crée chez l'homme sain tous les symptômes du paludisme? C'est là-dessus que Samuel Hahnemann s'est basé pour édifier l'homéopathie, sur ce fameux principe de similitude. Guérir le mal par le mal. Hahnemann est convaincu que beaucoup de substances peuvent obéir à ce principe, des végétaux, mais aussi des animaux et des minéraux. Il les teste alors un à un et attend de voir les symptômes se manifester. Il a fait toutes ces expérimentations au prix de sa vie, parce qu'il a essayé la belladone, l'arsenic, le mercure et autant de substances extrêmement dangereuses. Il prend des risques, mais sa théorie prend forme. L'arsenic lui provoque des vomissements et de violents maux de ventre. Il l'utilisera chez les patients qui présentent les mêmes symptômes. Mais quand il passe à la pratique et qu'il propose des poisons à des malades, il rencontre un problème. Au début de ses traitements, il s'est rendu compte que certes il guérissait par la similitude, mais que l'état du patient s'aggravait sensiblement au tout début du traitement. Alors il s'est dit, je vais réduire mes doses de médicaments pour réduire cette aggravation initiale. Il le fait et il se rend compte que non seulement l'aggravation s'atténue, mais surtout qu'il guérit encore mieux. Hahnemann tient sa nouvelle médecine, les symptômes, les remèdes et leur dilution. Il consigne tout en détail dans sa matière médicale qui sert toujours de référence aux homéopathes. Mais des expérimentations du XVIIIe siècle sont-elles encore valables aujourd'hui? Ce principe de similitude a-t-il été prouvé? Jean-Jacques Aulas connaît bien le sujet. Il a obtenu son diplôme d'homéopathe. Il a même exercé un temps avant de réaliser que les fondements de cette médecine étaient pour le moins douteux. Lorsqu'on ouvre une matière médicale, on s'aperçoit que tout ce qui est écrit, que la grosse majorité des symptômes qui sont décrits dans cette matière médicale, et ne me demandez pas de rentrer dans le détail, je vous en supplie, sont totalement absurdes. Je vais prendre un exemple. Antimonium crudum donne des verrues, mais donne d'autant mieux des verrues que le sujet est sentimental au clair de lune. Bon, alors je pourrais vous en sortir des tonnes. Mercurius solubilis, qui donne des symptômes qui ressemblent à ceux d'une angine, les donne d'autant mieux que le sujet aime le beurre. Oui. Donc, la matière médicale homéopathique est plus un recueil poétique qu'un traité de symptomatologie toxique. Il n'y a rien, absolument rien, dans la science actuelle, qui est loin d'être complète, on est loin de tout savoir, c'est une absolue évidence, mais il n'y a rien qui justifie ce principe de similitude, pierre angulaire de l'homéopathie. La théorie d'Hahnemann n'a jamais été scientifiquement démontrée. Tous les médecins homéopathes le savent. Le docteur Horviller veut nous démontrer que cela n'a aucune importance. Catherine vient le consulter depuis 2 ans pour des problèmes d'urticaire et d'insomnie. À sa dernière visite, il lui a prescrit un nouveau médicament. Bien, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui a changé déjà?
il y a des symptômes qui ont disparu, comme des symptômes de problèmes de peau qui ont disparu. Et mes symptômes s'adoucissent de plus en plus. Les insomnies, il y a une amélioration. Mais j'ai vécu, après le natrum que vous m'avez donné, là, vous m'avez dit que ça risque de bien bousculer. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Et ça a bien bousculé. Natrum, c'est Natrum muriaticum. Le médicament a visiblement bien fonctionné. Son ingrédient de base, pourtant, nous le consommons tous les jours. Qu'est-ce que c'est que Natrum muriaticum? C'est le sel de cuisine. Alors vous allez me dire, on mange du sel de cuisine tous les jours et vous prescrivez malgré tout Natrum muriaticum. Il faut croire que la préparation infinitésimale change le produit. Sinon, tous les gens qui auraient besoin de ce médicament, il suffirait qu'ils mangent salé, et nous mangeons tous salé, il ne devrait pas y avoir de gens qui aient besoin de ce médicament. Donc c'est encore autre chose que le sel de cuisine. D'accord. Ça énerve, ça. Oui, ça énerve un petit peu. Mais l'homéopathie, c'est ça. Et ça pose la question, soit les homéopathes sont des charlatans, soit ils ont raison. S'ils ont raison, il faut que je me resitue. Donc ça crispe la personne qui entend ça. La réponse se trouverait donc ailleurs, dans ces préparations infinitésimales, les fameuses dilutions, réalisées pour que les médicaments ne soient pas trop toxiques. Ce sont elles qui définissent le nombre de CH inscrits sur les tubes. C pour centésimal, H pour Hahnemann. Ce sont elles, pourtant, qui crispent encore plus les esprits rationnels. Richard Monvoisin propose un cours d'esprit critique aux étudiants en sciences de l'Université de Grenoble. L'homéopathie et ses CH sont au programme. L'idée de la centésimale hahnemannienne, c'est de prendre une goutte du produit actif et de la diluer dans 99 gouttes de solvant. Le solvant, ça peut être de l'eau et ça peut être de l'alcool. Et donc on dilue une goutte dans 99 gouttes de solvant. Et là, on obtient ce qu'on appelle un CH. Voilà. Une fois qu'on a bien dilué ce produit-là, on peut prélever une goutte de ce produit et on la dilue dans 99 autres gouttes de solvant. Là, la proportion qu'on obtient dans ce tube-là, qui représente le CH2, c'est une goutte pour 10 000. Si on veut passer à CH3, il faut prélever une goutte de ce mélange-là, et on la dilue dans encore 99 gouttes de solvant. Et là, la dilution est de 1 pour 1 million, etc., etc. À 5 CH, il ne reste plus qu'une goutte de l'ingrédient de départ dans l'équivalent d'une piscine comme celle-ci. À 12 CH, c'est comme si vous plongiez une goutte, une seule, dans toutes les mers du globe. À 15 CH, la planète ne suffit plus. Imaginez une goutte diluée dans l'équivalent de 50 fois le volume de la Terre. On considère qu'à partir de CH5, quasiment aucun produit actif ne peut avoir d'efficacité autant dilué. Il n'y a plus rien, et comme il n'y a plus rien, eh ben, on peut raisonnablement supputer qu'il n'y a aucune action pharmacologique. Car dans la pharmacologie actuelle et la thérapeutique actuelle, pour qu'un médicament ait une action, il faut qu'il soit quand même présent, qu'il y ait des molécules de ce médicament. S'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Et pourtant, selon les homéopathes, plus un produit est dilué et plus il est efficace. À défaut de preuves, ils misent sur l'idée qu'il y aurait autre chose, une trace, une onde, que notre science ne saurait pas encore détecter. Et si la clé se trouvait ici, dans l'eau, ou plutôt dans sa mémoire? C'est la théorie avancée par un chercheur français dans les années 80. Jacques Benveniste travaille sur les réactions allergiques. Dans son laboratoire de l'INSERM, son équipe teste une préparation hautement diluée et constate à plusieurs reprises le même effet sur les cellules que celle qui n'est pas diluée. Tout se passe comme si, comme on dit en mathématiques, l'eau se souvenait avoir vu cette molécule. D'où l'expression imagée, et qui a fait assez mouche, je dois dire, de la mémoire de l'eau. En fait, ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. Pour résumer ses recherches, Benveniste utilisait l'image suivante. Si vous trempez une clé dans la Seine, et si vous récupérez un peu plus loin la même eau, elle aura gardé en mémoire l'empreinte de votre clé. En théorie, il serait donc possible d'ouvrir votre porte. Scientifiquement parlant, la théorie de la mémoire de l'eau, c'est une science-fiction. C'est-à-dire qu'on obtiendrait un transfert d'informations
thérapeutique sans transfert de matière. C'est-à-dire que les gens obtiendraient un résultat alors qu'il n'y a même plus le composé actif de départ dans le granule qu'ils prennent. Là, on n'a jamais vu ça. En 1988, le monde de la recherche commence à y croire. Benveniste publie ses résultats dans la revue Nature, mais sous condition. Le responsable de la publication, John Maddox, viendra vérifier l'expérience. Un mois plus tard, Maddox arrive avec 2 experts. Le premier, Walter Stewart, est physicien. Le deuxième, lui, n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire. Il s'agit de l'illusionniste James Randi. Nous avons observé la manière dont ils menaient leur expérience et comment ils préparaient les échantillons. Et alors, on a décidé qu'il fallait réaliser cette expérience en double aveugle. Dès le départ, Randi a des doutes. Tous les expérimentateurs savent quels échantillons contiennent la préparation homéopathique et peuvent donc éventuellement influencer les résultats. Nous sommes allés dans une pièce à l'écart et nous avons minutieusement étiqueté les échantillons qui nous ont été présentés. On les a numérotés par une technique aléatoire qu'on avait mise au point et on a filmé toute la procédure du début jusqu'à la fin. L'expérience n'aura lieu que le lendemain. Randi décide de tendre un piège à l'équipe de Benveniste. Il place les codes dans une enveloppe qu'il colle au plafond, mais surtout, avant de partir, il prend une précaution supplémentaire. J'ai marqué la position de l'échelle contre le mur. Comme ça, si quelqu'un s'amusait à revenir et essayait d'attraper l'enveloppe pendant la nuit, on le saurait. Parce qu'en reposant l'échelle, il ne pourrait pas la remettre exactement à la même place. En effet, pendant la nuit, elle a été déplacée. Ensuite, j'ai de nouveau photographié la position de l'enveloppe au plafond. Elle avait aussi bougé. Personne n'a pu lire les résultats, mais il y a eu une tentative. J'ai constaté que quelqu'un a essayé d'introduire un stylo pour ouvrir l'enveloppe. Alors on a commencé à dépouiller les résultats et quand on est arrivé à la moitié, Benveniste a levé les bras au ciel. Il a vu que les résultats étaient dus au hasard. Et évidemment, il était furieux, vraiment très en colère. Et il a quitté la pièce. Les experts repartent, persuadés que Benveniste s'est fait manipuler par un membre de son équipe. Quoi qu'il en soit, leur visite sonne la fin de sa carrière et de la mémoire de l'eau. Retour à la case départ pour l'homéopathie. Depuis, aucun chercheur n'ose aborder le sujet, sauf un. Et pas des moindres. Le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, co-découvreur du virus du sida. Il travaille actuellement sur des hautes dilutions d'ADN. On peut expliquer, en tout cas, le phénomène des hautes dilutions sur lequel travaillait également Jacques Benveniste, en disant qu'effectivement, même s'il n'y a plus la molécule de départ, il y a des conformations de l'eau qui rappellent, qui ont la mémoire de cette molécule de départ, dont on peut avoir les mêmes fonctions. Alors c'est un postulat pour l'instant, mais disons, en ce qui nous concerne pour l'ADN, nous sommes proches d'une démonstration totale. Luc Montagnier espère, mais il n'a rien prouvé. À ce jour, la mémoire de l'eau relève donc toujours de la science-fiction. La grande erreur, si vous voulez, la grande bêtise serait de dire ce phénomène, nous ne le comprenons pas, donc il n'existe pas. Ça, c'était anti-scientifique. Soyons modestes, pensons que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de la nature, que nous aurons d'autres théories qui seront plus près de la réalité, mais qui ne sont pas encore tout à fait la réalité, et qui peut-être expliqueront donc un jour nos grandes questions.